Monsieur le bâtonnier, président de séance, messieurs les bâtonniers, j'aurais aimé dire aussi madame le bâtonnier, mais ce n'est que partie remise, comme l'a évoqué tout à l'heure notre cher bâtonnier, maître Chater. Chers consoeurs, chers confrères, honorable assistance. L'intitulé de cette conférence, brillamment organisée cet après-midi par l'Ordre des avocats de Tanger, l'Association des barreaux du Maroc et l'Union internationale des avocats, et les enjeux et les défis de la lutte contre le blanchiment d'argent. Or, les enjeux et les défis renvoient inéluctablement au futur, à l'avenir, à l'analyse des perspectives, à partir du présent, chose qui a été brillamment faite tout à l'heure par mes chers consoeurs et chers confrères, et qui sera parfaitement faite certainement demain par les intervenants qui sont prévus pour les séances de demain, dans la matinée de demain et demain après-midi. Lors de cette intervention, je vais essayer de revenir sur le passé. Un bref retour par le passé afin d'essayer de mieux comprendre et de mieux appréhender la situation actuelle et par conséquent de dégager les grandes tendances de l'évolution et des perspectives des législations nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. En effet, ce phénomène n'est pas nouveau. Ce phénomène, il a connu une accélération notoire ces 20 dernières années, mais il n'est pas nouveau. L'activité de blanchiment d'argent est une activité qui a une dimension très importante, et premièrement sur le plan économique. Elle représente aujourd'hui, selon les experts, à peu près 2 à 5% du PIB mondial, soit à peu près 2 000 milliards de dollars en termes de transactions. Les transactions faites aujourd'hui par les banques et les établissements financiers et les sociétés commerciales situées dans les zones offshore représentent pratiquement aujourd'hui 70% des transactions à l'international, sur le plan mondial. Certes, toutes ne sont pas des opérations liées au blanchiment, mais un grand nombre d'entre elles le sont, dans ces différentes variantes. Et puis 1% aujourd'hui des transactions relatives aux crypto-monnaies, soit à peu près 10 milliards de dollars, sont estimées par les experts comme relevant des activités de blanchiment d'argent. C'est dire que cette thématique, cette problématique a une dimension économique extrêmement importante et sensible, mais pas que. Elle a aussi une dimension politique très importante, dans la mesure où les activités de blanchiment, comme ça a été évoqué tout à l'heure aujourd'hui, sont intrinsèquement liées depuis un certain nombre d'années au phénomène du terrorisme et au financement de l'activité terroriste. Un phénomène sans lequel on ne peut pas comprendre l'évolution qu'a connue cette thématique durant ces 20 dernières années. Alors, dans ce contexte, et avant d'aborder un peu les différentes réformes qui ont été les différentes réformes, tant au Maroc qu'à l'étranger, qu'on a vécues ces dernières années, je souhaite faire un détour très rapidement par l'évolution des origines de ce phénomène. Alors, l'évolution de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment est intrinsèquement liée à l'évolution du phénomène criminel. Le blanchiment d'argent a été connu pour la première fois lors des années 20 et 30 aux États-Unis, lors de la période de prohibition. C'est lors de cette période où d'illustres mafieux, connus de tous à travers des séries et films télévisés notoires, j'ai cité Al Capone, Lucky Luciano et autres, ont commencé à acheter massivement des laveries pour y injecter les fonds provenant de leurs activités illicites de vente illégale d'alcool. C'est à cette période-là que le concept de blanchiment a vu le jour. Mais il a évolué, il est passé, il s'est étendu progressivement pour passer d'une activité de vente d'alcool à l'activité de traite d'êtres humains, au trafic d'armes lors des périodes de guerre, puis évidemment au trafic international des stupéfiants, jusqu'à arriver ces dernières années au financement des activités terroristes. Donc c'est l'évolution en fait de la sphère des activités criminelles qui a induit l'évolution de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment. Secondo, c'est l'évolution des techniques mises en œuvre par les criminels pour blanchir leur argent. Dans un premier temps, ces techniques étaient des techniques élémentaires, classiques, qui consistaient dans le fait d'injecter les fonds provenant des activités criminelles dans des activités licites. J'ai cité la laverie,
mais c'est aussi le cas très souvent des cafés, des restaurants, des magasins de vente de voitures de luxe, des casinos, etc. Je vais passer un peu sur des aspects qui ont été évoqués tout à l'heure par ma consoeur, Maître Zineb, donc pour question de temps. Donc, je disais que, alors aujourd'hui, excusez-moi, voilà, non, c'est ça, dans ce sens-là, ça ne marche pas. Voilà. Donc, alors, je vous disais que ces techniques ont évolué. On est passé de techniques de blanchiment classiques dans ces différentes phases d'intégration, d'empilement et autres, à un blanchiment plus sophistiqué qui se faisait à travers notamment les sociétés écrans dans des zones financières offshore, à travers le commerce en ligne, à travers le crypto-monnaie, et à la faveur de deux grands phénomènes qui ont donné lieu à cette diversification des modalités criminelles. Premièrement, la mondialisation des échanges, qui a donné lieu à une évolution exponentielle des flux économiques à l'international et notamment des transactions financières à l'international. Et deuxièmement, le magnifique progrès technologique au niveau des moyens des nouvelles technologies de la communication et de l'information qui ont permis de passer à un autre niveau, au niveau de sophistiquer davantage les techniques de blanchiment. Alors, par conséquent, alors évidemment, cette évolution de la sphère de la criminalité, ainsi que l'évolution des techniques, imposait une remise en cause, une revue progressive, une amélioration progressive des dispositifs juridiques et réglementaires mis en place au niveau des différents pays concernés pour lutter contre ces phénomènes. Cette mise à niveau s'est faite progressivement. On distingue grosso modo trois grandes phases de l'évolution de ce phénomène. Il y a une première phase de prise de conscience lors des années 70-80, une deuxième phase matérialisée par la création du groupe d'action de finance internationale, donc le GAFI, à la fin des années 80, début des années 90, et une troisième phase celle qui a vu le jour depuis le début des années 2000, matérialisée par un dispositif de lutte contre le blanchiment beaucoup plus renforcé et plus coercitif, dont on abordera les principaux aspects. Alors en effet, malgré le fait que les activités de blanchiment ont vu le jour, comme j'ai dit tout à l'heure, vers les années 20-30 aux États-Unis d'Amérique, une véritable prise de conscience n'a vu le jour que lors de la décennie 70-80, notamment aux États-Unis, qui s'est matérialisée par une première loi nommée la Bank Secrecy Act, la BSA, qui est une loi fédérale américaine et qui a imposé des mesures aux établissements financiers en les régulant, en les obligeant à tenir des registres et à signaler des transactions financières suspectes aux organismes compétents, en l'occurrence l'IRS et le Financial Crimes Enforcement Network. Cette loi a été modifiée depuis le temps à plusieurs reprises pour la compléter et prendre en considération les différentes nouveautés. Ces différentes, alors elle a été complétée et elle a donné lieu donc à plusieurs obligations instaurées aux États-Unis, et c'est ces mêmes obligations qui vont être reprises en partie après au niveau européen et bien sûr même dans d'autres pays, dont le nôtre. En premier lieu, l'instauration des déclarations de transactions financières. Donc la BSA oblige les institutions financières à déclarer les transactions importantes telles que le dépôt en espèces dépassant $10 000 afin de détecter et prévenir les activités illicites. Deuxièmement, l'instauration de l'obligation de mettre en place des programmes anti-blanchiment. En troisième lieu, l'obligation d'instaurer des programmes de formation en matière d'anti-blanchiment au niveau des institutions financières. Et en troisième lieu, l'instauration de sanctions sévères à tous les acteurs concernés en cas de non-conformité aux obligations précédemment évoquées. Et c'est des sanctions qui passent par des amendes, mais qui peuvent aller jusqu'aux sanctions pénales et au retrait de licence d'exercer pour les établissements financiers et les professionnels concernés. À la fin des années 80, on a assisté à la création du groupe d'action financière internationale, qui était la matérialisation de la prise de conscience par les différents États concernés du caractère international et transfrontalier de la lutte contre le blanchiment d'argent, laquelle ne pouvait plus se faire
par chacun des pays concernés à travers des réglementations qui lui sont propres, mais qui ne devaient être faites à travers des mécanismes, à travers des institutions et selon des règles internationales adoptées par tous les pays concernés. C'est dans ce cadre-là que le GAFI a instauré un certain nombre de recommandations à adopter progressivement par certains pays. Alors je dis des recommandations évidemment parce que, nonobstant la prise de conscience de la nécessité d'arriver à une certaine conformité sur le plan législatif au niveau international, il était impossible de transposer automatiquement ces recommandations de manière identique dans tous les pays, dans la mesure où la différence au niveau des systèmes de gouvernance politique, les différences au niveau du développement économique et les différences au niveau de la maturité des systèmes financiers faisaient que ces règles ne pouvaient pas être adoptées automatiquement de la même manière par tous les pays et au même moment. De manière générale, donc, le GAFI a émis des recommandations visant donc à adopter des lois et règlements permettant de définir et de criminaliser le blanchiment d'argent, à la mise en place de systèmes de surveillance financière pour détecter les transactions suspectes. Pardon, donc je n'ai pas... Donc, voilà. L'établissement de mécanismes de coopération internationale pour échanger des informations sur les activités financières suspectes, le renforcement de la diligence raisonnable pour les institutions financières afin d'identifier leurs clients et de vérifier l'origine des fonds, et puis la sensibilisation et la formation des professionnels du secteur financier pour les aider à repérer les signes de blanchiment d'argent. Ces recommandations ont été progressivement améliorées et complétées, jusqu'à arriver à celle de 2012, où le GAFI donc, les a révisées et les a complétées à travers ce qu'on appelle, ce qui est connu par les 40 plus 9 recommandations, qui couvrent un large éventail de domaines liés à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Alors, suite à cette phase, on arrive donc à la dernière phase dans laquelle nous sommes encore, celle qui a vu le jour donc, celle dont le démarrage peut se situer autour du début des années 2000 et qui est intrinsèquement liée à l'apparition et à la croissance du phénomène terroriste et au lien établi entre le financement des activités terroristes et les problématiques liées au blanchiment d'argent qui avait auparavant une dimension strictement économique plus que politique et de sécurité publique. Donc, à partir des années 2000, nous avons assisté à une dynamique d'adaptation des législations nationales et internationales dans un sens progressif d'harmonisation ou de rapprochement, à l'utilisation progressive des nouvelles technologies en la matière, à la renforcement d'un dispositif de vigilance et de détection et un renforcement du caractère coercitif des lois mises en vigueur pour permettre de sanctionner les contrevenants aux différentes normes. Dans ce cadre, dans ce contexte, les recommandations émises en 2012 par le GAFI ont imposé de nouvelles normes pour la création et le fonctionnement des institutions financières, en leur imposant des mesures visant à mieux identifier et vérifier l'identité de leurs clients, à mieux surveiller les transactions financières suspectes et à conserver les données sur les transactions financières et sur les clients. Dans le même ordre, le GAFI a recommandé d'appliquer les mesures anti-blanchiment pour des secteurs non financiers, dont évidemment les avocats, les comptables, les casinos, les professions du chiffre, normalement donc les auditeurs, les experts comptables, etc., ce qui s'est traduit après par les réformes et les mesures législatives qui ont été tout à l'heure évoquées par mes consoeurs et mes confrères. Alors, on peut résumer donc ces mesures comme étant le renforcement du caractère préventif, le renforcement du caractère des mesures de prévention dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, l'amélioration des mesures de surveillance et de conformité et l'imposition de sanctions plus efficaces dans les cas de violation des réglementations anti-blanchiment,
l'amélioration ainsi que l'amélioration de la coopération entre les autorités nationales et internationales pour l'application de ces sanctions. Toutes ces recommandations constituent un cadre juridique global qui a été traduit par des mesures différentes selon les pays, que je vais essayer de résumer notamment à travers 3 grands ensembles, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et puis le Maroc. Les États-Unis d'Amérique, évidemment, le fait déclencheur, c'est les attentats du 11 septembre 2001 qui ont donné lieu donc à une refonte législative fondamentale en la matière, notamment à travers l'adoption du Patriot Act, du USA Patriot Act en 2001, qui a élargi les pouvoirs du gouvernement pour enquêter sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et doté le gouvernement de pouvoirs extrêmement importants, contestés par nombre de juristes et d'avocats à l'époque. Par la suite, surtout lors des années 2010, la période des années 2010 a été marquée aux États-Unis notamment par une série d'amendes infligées aux banques et aux établissements financiers pour non-respect des lois anti-blanchiment, notamment les banques étrangères opérant aux États-Unis. Il y a de grands dossiers connus de la HSBC, la BNP Paribas, etc. Alors, dans ce cadre, il y a un point très important, c'est que les États-Unis est le seul pays, donc, à ma connaissance, qui applique le principe de l'extraterritorialité dans le domaine. Ce qui veut dire que toutes les banques, établissements financiers, opérateurs économiques qui auraient des intérêts aux États-Unis, directs ou indirects, et qui commettraient ces infractions à des législations d'autres pays que les États-Unis, sont susceptibles de recevoir des sanctions très importantes au sein des États-Unis même, des sanctions qui peuvent aller à de simples amendes, à des amendes très lourdes, en passant par des sanctions pénales et par le retrait, le gel des avoirs et le retrait des licences et autorisations d'exercer pour les établissements financiers ou pour les professionnels du droit concernés. Alors, il y a un problème ici. Voilà. Alors, c'est dans ce même contexte qu'en 2010 a été adoptée aux États-Unis la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection, qui a été adoptée pour introduire de nouvelles règles visant à renforcer la surveillance financière, à prévenir les activités illicites, y compris dans le blanchiment d'argent, évidemment. Et en 2010, le FinCEN a renforcé les règles concernant la lutte contre le blanchiment. Le FinCEN a renforcé la lutte contre le blanchiment, donc il y a un décalage. Excusez-moi. Bon. Là, ça va dans l'autre, ça va dans un sens opposé, donc. Voilà. Le FinCEN a renforcé la règle concernant la lutte contre le blanchiment d'argent en exigeant une vigilance accrue sur les transactions impliquant des entités politiquement exposées et des personnes politiquement exposées, ainsi que des transactions immobilières. Là-dessus, je souhaite faire une petite remarque, c'est que ce concept d'entité et de personnes politiquement exposées est un concept important et stratégique et qui aura des impacts très significatifs dans la mesure où il est difficilement applicable dans nombre d'États, où les liens entre l'argent et la politique ne sont pas aussi étanches que dans d'autres. Et ce qui fait que certains établissements financiers internationaux seront dans l'obligation, pour respecter scrupuleusement ces dispositions, de revoir leur présence dans certains pays, ou au moins les modalités d'agir dans certains pays. Alors, au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne donc, a adopté plusieurs directives. Donc, mon confrère Tarek Zoher en a évoqué tout à l'heure quelques-unes, a adopté plusieurs directives en la matière, dont notamment la directive 849-2015 sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment d'argent, connue comme la 4e directive anti-blanchiment. Elle impose des obligations aux institutions financières et à d'autres activités, visant notamment à améliorer l'identification et la vérification des clients. C'est tous les processus connus comme le KYC, Know Your Customer,
qui sont appliquées par les établissements financiers, par les cabinets d'audit et d'expertise comptable, etc. La surveillance des transactions suspectes, les déclarations de soupçon, donc, et les signalements aux autorités compétentes à travers les déclarations de soupçon. Cette directive a été transposée dans les législations nationales des États membres. Elle avait comme objectif essentiellement de renforcer les mesures de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, d'accroître la transparence financière et renforcer la coopération entre les autorités compétentes des différents États, d'étendre le champ d'application des mesures anti-blanchiment à un large éventail d'entités qui n'étaient pas comprises dans ce champ auparavant, dans les institutions financières, les professionnels du droit, les professionnels de l'immobilier et d'autres secteurs à risque élevé, et puis d'étendre ces obligations également aux personnes morales, en ce compris les trusts et les sociétés installées dans des zones financières offshore. Elle a imposé des obligations, elle a imposé ce qu'on appelle des obligations raisonnables de diligence à travers l'identification et la vérification de l'identité des clients, l'accroissement de la surveillance des relations d'affaires et des transactions et l'amélioration des mécanismes d'évaluation des risques mis en place des risques mis en place, ainsi que la déclaration des transactions suspectes par toutes les entités concernées. Donc ça, c'est des points qui ont été évoqués. Alors, dans le même contexte, donc l'amélioration des dispositifs de lutte contre le blanchiment en Europe a été matérialisée par l'amélioration du cadre institutionnel à travers soit la mise en place et l'instauration de nouvelles institutions chargées donc de prendre en charge cette thématique, ou à travers l'amélioration de leurs prérogatives juridiques et de leurs modalités et de leurs moyens d'intervention. C'est le cas en Europe de l'autorité bancaire européenne et de l'autorité européenne des marchés financiers, qui sont chargées de surveiller la mise en œuvre des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans les États membres, ainsi que la prise en charge de la coopération transfrontalière avec les différents États concernés par la matière. Alors, d'autres aspects ont été évoqués tout à l'heure par mes consoeurs et confrères, comme l'évaluation mutuelle. Donc, je passerai. Alors toutes ces dispositions, toute cette évolution ne pouvait pas rester sans effet pour notre pays. Notre positionnement géographique, nos liens économiques intrinsèques avec l'Union européenne, avec les États-Unis, la proximité de notre système juridique avec les systèmes juridiques européens et occidentaux de manière générale, ainsi que les liens étroits du Maroc au niveau institutionnel à travers une collaboration très étroite sur les plans sécuritaires avec les différents pays européens, ne pouvaient que se traduire par une transposition progressive et partielle au Maroc des recommandations précédemment évoquées et qui proviennent donc tant des États-Unis que de l'Union européenne notamment. Cela s'est traduit par un cadre juridique renforcé au Maroc depuis le début des années 2000, par la mise en place d'une cellule de traitement du renseignement financier, par un renforcement accru de la coopération internationale, tant avec les instances internationales concernées qu'avec les États concernés, et par un processus de formation et de sensibilisation amélioré. Alors, le renforcement du cadre juridique au Maroc. Alors, tout à l'heure, mes prédécesseurs ont évoqué évidemment la loi 4305 de 2017, qui est disons, le dispositif fondamental en la matière, mais la lutte contre le blanchiment d'argent je dirais a connu un saut qualitatif important au Maroc depuis les attentats de mai 2003 au Maroc et les réformes qui ont suivi et qui étaient intégrées au code pénal et au code de procédure pénale et qui ont permis de qualifier en tant qu'acte terroriste donc le financement direct ou indirect d'actions ayant un lien direct ou indirect avec des actes terroristes. Par la suite, le Maroc s'est inscrit dans un processus continu de réforme législative de 2007 à 2021. En 2007, le Maroc a adopté donc la loi 4305
relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, qui a établi les bases légales pour lutter contre ce crime et adapter la législation marocaine aux critères et conventions internationaux en la matière, notamment à travers l'instauration de l'obligation d'identification des personnes physiques ou morales soumises à ces dispositions, savoir celles qui effectuent, contrôlent ou donnent des conseils en relation avec des opérations financières susceptibles de recevoir une qualification pénale, et l'instauration des devoirs pour les acteurs concernés, notamment le devoir de vigilance. En 2011, le législateur a adopté la loi numéro 1310, suite à un processus d'évaluation avec le GAFI, et dont l'objectif était d'adapter la législation marocaine aux recommandations du GAFI. Et s'est traduite par un élargissement du champ de définition des actes considérés comme blanchiment d'argent, notamment à travers l'article 574.2 du Code pénal, afin d'y intégrer les crimes indiqués dans les conventions de Vienne et de Palerme, et par l'élargissement de la liste des personnes soumises à ces dispositions. Donc, des personnes soumises à ces dispositions. En 2013, le législateur a adopté la loi numéro 145/12 intégrant la définition du concept de financement du terrorisme tel qu'adopté par la Convention des Nations Unies relative à la lutte contre le terrorisme de 1999. Et en 2015, le Maroc, à travers la loi 86/14, a intégré dans la législation marocaine les termes de la résolution 2178 du Conseil de sécurité de l'ONU visant à criminaliser le fait de rejoindre ou tenter de rejoindre de manière individuelle ou collective un groupe terroriste, de recevoir une formation ou un entraînement dont l'objectif est de commettre des actes terroristes ou de mobiliser des tiers à rejoindre des groupes terroristes, ainsi que faire l'éloge d'un groupe terroriste. Vous l'avez certainement compris, c'est une réforme intrinsèquement liée au contexte politique de l'époque, notamment aux événements du Moyen-Orient, et en Syrie notamment. Pour en arriver à la loi numéro 1218 de 2021, qui a comporté des modifications de fond et de forme sur le dispositif législatif marocain en la matière, et ce tant au niveau des aspects préventifs qu'au niveau de l'aspect répressif. Sur le plan préventif, cette loi a permis de renforcer le dispositif de veille et de contrôle interne, notamment au niveau des établissements financiers, a renforcé le rôle des tiers dans le processus d'identification du client et de la partie réellement intéressée par la transaction concernée, dont les avocats et les professionnels du droit et du chiffre. Elle a permis l'extension du champ des activités gouvernementales concernées par la lutte contre le blanchiment, en y intégrant les autorités chargées du contrôle des casinos. Les casinos, c'est connu, c'est un vecteur important dans l'opération de blanchiment. En intégrant le ministère chargé de l'habitat en tant qu'autorité de tutelle des agents immobiliers, le secteur de l'immobilier étant aussi traditionnellement un secteur captant de manière significative les flux provenant du blanchiment, et en intégrant aussi les autorités chargées de la douane, notamment pour ce qui concerne le contrôle du commerce illicite relatif aux pierres précieuses, aux minerais et aux œuvres d'art. Excusez-moi. Et aux œuvres d'art. Elle a permis aussi la modification et le renforcement du statut de l'organisme chargé du traitement de l'information financière au niveau de la coordination entre les différents départements concernés et la représentation du Maroc auprès des instances régionales, internationales. Les prérogatives, les pouvoirs et les modalités d'intervention de cet organisme ont été évoqués tout à l'heure par son directeur. Finalement, au niveau de l'aspect préventif, elle a permis aussi la création d'un registre national des personnes réellement intéressées par les transactions financières effectuées par des personnes morales sous le contrôle du ministère des Finances. Je conclue très rapidement, monsieur le bâtonnier. Sur le plan répressif, cette loi a permis, l'extension du champ des crimes considérés comme blanchiment d'argent à travers, comme ça a été dit tout à l'heure, la consécration du principe de la liste limitative des crimes, des faits considérés comme crimes relevant du blanchiment d'argent, et l'inclusion de nouveaux crimes
telles que la diffusion de fausses informations sur les différents instruments financiers et leur évolution, les manœuvres visant à influencer l'évolution des cours des titres, donc actions-obligations sur le marché financier, et la vente ou prestation de services à caractère pyramidal ou assimilé. L'élargissement aussi du nombre des tribunaux spécialisés dans les crimes et délits à caractère financier. En plus de Rabat, donc nous avons aujourd'hui Casablanca, Fès et Marrakech. Et finalement, le renforcement des sanctions à travers l'élévation des seuils maximales et minimales des peines applicables en la matière. Pour conclure et en résumé, M. le bâtonnier, les grandes tendances, les lignes directrices de l'évolution des réglementations et des législations, tant sur le plan national qu'international, relatives au blanchiment d'argent, peuvent être résumées en un accroissement ou un renforcement important du caractère préventif et de vigilance de ces réglementations, l'intégration de la dimension technologique, la prise en compte du caractère transfrontalier des actes de blanchiment à travers le renforcement de la coopération internationale, l'amélioration du cadre institutionnel au niveau de chaque pays à travers l'instauration d'autorités et d'organismes chargés de la coordination de la lutte contre le blanchiment, et finalement l'amélioration du caractère répressif et coercitif des législations mises en place à travers l'instauration de sanctions plus sévères en la matière. Je vous remercie.